116 membres du groupe Boko Haram tués par l'armée camerounaise, annonce faite ce jeudi par le ministère camerounais de la Défense. « 35 personnes tuées et 185 enlevées dans l'attaque d'un village du nord-est du Nigeria, un raid de Boko Haram survenu dimanche. Dream Beach, c'est la nouvelle infrastructure ultramoderne, une initiative privée qui vient en renfort à la valorisation de la côte maritime béninoise. Les détails dans cette édition. À toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information. Des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram ont tué au moins 35 personnes et en ont enlevé une centaine d'autres dans l'attaque d'un village du nord-est du Nigeria. Le nombre exact des personnes enlevées lors de l'assaut qui s'est déroulé dimanche s'élève environ à 185 personnes. La plupart sont des femmes et des enfants. Toujours parlant de Boko Haram, l'armée camerounaise a affirmé avoir tué 116 islamistes nigérians lors d'une attaque menée par cette secte islamique contre une de ses bases militaires dans l'extrême nord du Cameroun. L'armée camerounaise continue sa traque contre le groupe islamiste Boko Haram. Elle a affirmé ce jeudi avoir tué 116 éléments du groupe terroriste nigérien qui sème la terreur dans le nord du Nigeria depuis plusieurs années. Selon le ministère de la Défense, les soldats camerounais positionnés à Amchidé, à la frontière avec le Nigeria, ont riposté à une attaque de Boko Haram en tuant 116 islamistes. Le ministère a également fait état de morts du côté camerounais. À ce jour, Boko Haram a fait plus de 10 000 morts depuis 2009. Le groupe terroriste commet régulièrement des attaques et massacres dans le nord du Nigeria, poussant les populations à se déplacer dans les pays voisins comme le Cameroun. Au Nigeria, les autorités peinent à faire face au groupe terroriste malgré les nombreuses offensives de l'armée à son encontre. Le but de Boko Haram est de s'emparer du nord et déstabiliser le pouvoir central en place. 1 millier d'ex-combattants du M23 ont fui mardi les cantonnements ougandais où ils étaient cantonnés depuis novembre 2013. L'armée ougandaise a affirmé qu'ils se trouvent dans un camp de réfugiés géré par le HCR. Une situation inquiétante. Ils se sont évaporés mardi dans la nature après s'être opposés à une opération de rapatriement vers la RDC. Une opération lancée par l'armée ougandaise dans le camp de Bianga où quelques 1300 d'entre eux étaient cantonnés. Le camp de Rwanda héberge quelques 50 000 réfugiés de la RDC ayant fui depuis 2012 les combats entre le M23 et l'armée congolaise dans l'est de leur pays. Prions pour que le gouvernement ougandais puisse nous reloger ailleurs parce que nous pensons qu'il va y avoir des affrontements après avoir vu les rebelles du M23 venir ici. Nous nous demandons si nous devrions rentrer au Congo ou si nous devrions fuir ailleurs. Si j'avais un autre endroit où m'enfuir, je quitterais ce camp tout de suite. Pendant ce temps, le président du M23, Bertrand Bisimwa, a dénoncé une tentative de rapatriement forcé. Il estime que ce rapatriement violait le droit international et l'accord signé le 12 décembre 2013 à Nairobi avec le gouvernement de RDC pour mettre un terme au conflit. Ce texte prévoit, selon lui, que soient discutées les modalités de retour des anciens combattants du M23 réfugiés dans les pays voisins. Pour moi, avant de retourner au Congo, j'ai besoin que toutes les parties concernées s'associent et examinent chaque détail de ce qui a été signé durant l'accord de Nairobi. Je ne peux pas aller au Congo parce que ce serait comme un suicide. Ma sécurité ne serait pas assurée. C'est pour ça que je suis venu ici, pour me rendre à la communauté internationale. Le ministre ougandais chargé des réfugiés a de son côté indiqué que des pourparlers avec les anciens combattants étaient en cours. Mardi soir, 120 ex-miliciens du M23 ont néanmoins embarqué à destination de la RDC.
Les présidents tchadiens, maliens et sénégalais ont exhorté mardi les États occidentaux à achever le travail en Libye en intervenant contre le sanctuaire djihadiste installé dans le sud du pays qui menace tout le Sahel. C'était lors du forum de Dakar sur la défense et voici quelques extraits de leur déclaration. Il est prévu la réactivation de la force multinationale dans le bassin du lac Tchad en mettant un accent sur l'échange de renseignements, le contrôle strict de nos frontières et le renforcement de la coopération militaire avec nos partenaires. Pour ce faire, les États africains doivent compter sur leurs propres forces en se dotant des outils de défense et de sécurité à même de faire face à toutes les menaces. De même, nous estimons qu'il faut encourager le dialogue intercommunautaire et interreligieux, gage de tolérance et de cohabitation pacifique. La source, c'est là-bas, le sud libyen là. Il faut que la communauté internationale se convainque qu'il y a un travail inachevé dont nous sommes les victimes collatérales. C'est simple. Et nous le resterons, nous le demeurerons tant qu'une solution appropriée ne sera pas trouvée à ce guépier-là. Il faut redéfinir la doctrine du maintien de la paix. Les menaces à la paix ayant profondément changé de nature, les réponses à ces menaces ne devraient plus être les mêmes. J'ai cité le cas du Mali, Nord-Mali. Face à des groupes puissamment armés qui ambitionnent ni plus ni moins que de s'emparer des États, le maintien de la paix classique sous forme d'interposition après un cessez-le-feu ne peut plus prospérer. Nous devons changer les règles d'engagement de nos forces. Elles sont harcelées à Kidal par des poses de mines au quotidien. Nous devons nous donner les moyens non seulement de défendre nos forces, mais de riposter chaque fois que c'est nécessaire. Je vous l'annonçais en titre, à la valorisation de la côte béninoise, appelée de tous vœux par les autorités du pays, semble avoir amorcé un virage certain avec un investissement privé exceptionnel qui trône désormais sur une partie de la côte. L'infrastructure a pour nom Dream Beach. Plus de précisions à travers cet élément signé par Joël Yetondi. Dream Beach, littéralement traduit la plage de rêve, c'est le nouveau joyau, l'imposant bijou le long de la côte béninoise, encore vierge sur une longue distance, offrant du coup le cadre idéal de détente aux touristes et à toute personne voulant, ne serait-ce un instant, s'évader, loin des tohu-bohu des grandes villes et proche des effluves haletantes de la mer. Au cours de mes différents voyages dans plusieurs pays, pendant les vacances, aller décompresser un peu, il y a pas mal de plages, comme Nikki Beach, qu'on en trouve à Miami, au Maroc, Malaga en Espagne. Je me suis dit, mais tiens, on a une belle plage aussi à Cotonou, au Bénin, chez moi, qui n'est pas exploitée. Pourquoi ne pas prendre ce risque de le faire et donner ça, offrir ça aux Béninois, aux Africains. Comme ça, l'idée est partie. Et pour concrétiser ce rêve, une fortune a dû passer par ici. Non, sans difficulté. Au début, tout le monde était réticent. Ils se disent, non, elle est en train de rêver ou quoi? Non, on ne va pas prendre ce risque. Mais après... Elles ont vu, tous ils m'ont dit on va t'accompagner pour l'extension parce qu'il te faut l'hôtel, il te faut des logements, on va t'accompagner. Puis c'est la Société Générale qui m'a dit ok, on vous accompagne et ça y est, elle va aller à plusieurs milliards. Le nouveau-né a entièrement pris corps. La carte touristique béninoise s'en trouve enrichie. Une frange non moins importante de la jeunesse, en proie à l'épineux problème du chômage, trouve aussi son compte. En somme, toute une fierté pour la promotrice. Tout de Dream Beach, ici on a la plupart des ministères, on a Air France, on a tout, on a l'aéroport, donc entre midi et 2 ou bien après boulot, les gens peuvent venir rapidement, manger rapidement quelque chose et repartir. On a le lounge bar qui ouvre de 18h à minuit, les jeudis on a une soirée cigare pour les amateurs. Et de l'autre côté, on a le restaurant gastronomique africain ou européen, et puis on a la terrasse pour les créas, donc il y a pour tout le monde. Pour l'État béninois, c'est une réalisation qui tombe à pic. À un moment où le gouvernement entreprend un autre projet d'envergure
de valorisation d'une importante portion de la côte béninoise sous le vocable « la route des pêches ». Lorsqu'on regarde la nature des investissements par rapport à ce qui existait, on peut dire, sans risque de se tromper, que l'initiative de la promotrice s'inscrit dans ce cadre de partenariat public-privé, évidemment au sens lacto sensu du terme, et qui permet aujourd'hui de pouvoir dire que les Béninois sont capables de beaucoup de choses. Investir aux abords des plages, l'aventure n'est pas aisée. Très peu s'y adonnent. L'État n'entend donc pas lésiner sur les moyens pour encourager ceux qui, à l'instar de Wabi Shakirat, veulent bien se jeter à l'eau. Le gouvernement est en train de travailler à la prise d'un décret qui puisse fixer les privilèges dont bénéficieront, bien entendu, ceux qui vont procéder à des investissements dans la zone. Et donc, par extension, la promotrice peut évidemment bénéficier de ces avantages-là. Déjà, l'implication de l'autorité pour la sécurisation des lieux ne souffre d'aucun doute. L'État, ayant pris la mesure de la chose, a prévu de mettre en place des commissariats tout autour de ce périmètre-là. À la tombée de la nuit, Drum Beach se métamorphose et devient un cadre féerique ouvert à tous. Jeunes, moins jeunes, adultes, un lieu paradisiaque où chacun trouve sa place et peut donc se défouler à loisir. À présent, l'actualité sur le continent africain, telle que relayée par les journaux et sites d'information. C'est la revue de presse que vous propose la rédaction de Sika. Démarrons la revue de ce jeudi par la Côte d'Ivoire, où la justice s'est une fois encore prononcée sur l'organisation du 4e congrès du Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. La justice maintient sa décision, écrit la dépêche d'Abidjan, et donc le congrès n'aura définitivement pas lieu, en tout cas pas de sitôt. Ce congrès du FPI qui déchaîne les passions reste toujours reporté à une date ultérieure, selon la décision rendue par le président du tribunal d'Abidjan Plateau, écrit Sivos Média, qui rappelle comment Pascal Afine-Guesson et Agnès Monet, la porte-parole du parti, ont été assignés en référé par Sébastien Dano-Djedje, le président du comité d'organisation du congrès, qui entendait faire annuler le report de ses assises. Une initiative qui n'a pas prospéré puisque Dano-Djedje et les pro-Gbagbo ont été déboutés, rapporte Abidjan.net. À en croire Jeune Afrique, cette confirmation de l'interdiction du congrès du FPI constitue une petite victoire pour Pascal Afine-Guesson, qui souhaitait d'abord voir trancher la question de la validité de la candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du parti. Pour le quotidien burkinabé Le Pays, cette victoire d'Afine-Guesson a de quoi raviver les tensions au sein du parti, qui peine déjà à retrouver ses marques. Une situation qui amène d'ailleurs le journal à se demander comment les deux camps vont désormais se regarder en face. Au Bénin, en tout cas, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. La Chambre de commerce et d'industrie CCIB, qui organise les états généraux du secteur privé, et le Conseil national du patronat, qui n'est pas partie prenante. L'événement du jour, qui ne comprend pas comment on peut organiser des états généraux du secteur privé sans le patronat, s'interroge en sa manchette si la CCIB veut foutre le bordel. Quoi qu'il en soit, c'est le Conseil national du patronat du Bénin qui a décliné l'offre. Et pour cause, explique le confrère de la matinée, il estime que cela ressemble à un gâchis, une perte de temps et d'énergie, car ces assises dites des états généraux du secteur privé ne sortiront rien qui soit différent de ceux qui existaient déjà et consacrés par des résolutions de la table ronde secteur public-secteur privé d'octobre 2012. Des résolutions qui, à en croire le journal, sont restées jusque-là lettres mortes. Et qu'en est-il de l'évacuation du président algérien Abdelaziz Bouteflika à l'hôpital Val-de-Grâce de Paris, annoncé par certains médias mardi dernier? Il s'agit d'une fausse alerte, nous apprend El Watan, qui rapporte dans ses colonnes du jour que Bouteflika n'a jamais quitté Alger, où il a même reçu des diplomates en audience. L'information est confirmée par Jeune Afrique, qui explique sur la toile que si l'avion présidentiel algérien s'est bien posé à Paris,
à 12h53 le mardi 16 décembre dernier, avant de repartir pour Alger quelques heures plus tard. Ce n'est certainement pas Abdelaziz Bouteflika qui était son passager. Il pourrait s'agir, précise le journal panafricain, de l'un de ses frères. Comme quoi, au Val-de-Grâce, un Bouteflika peut bien en cacher un autre. Merci pour votre attention. C'est sur ces nouvelles que se referme ce journal et que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci pour votre attention.